Bonjour Nicole Niesotto. Bonjour Bernard Je suis Bolker. très flatté de vous recevoir ici et très heureux à l'occasion de la publication récemment de votre livre L'Europe, changer ou périr. Alors avant de parler directement du thème très important de ce livre, je voulais d'abord vous présenter. Vous êtes professeur émérite du Centre national des arts et métiers où vous avez créé la chaire européenne. Vous êtes vice-président de l'Institut Jacques Delors. Spécialiste des questions européennes et de défense, vous avez occupé de nombreuses fonctions, enfin diverses fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères, à l'Union européenne et à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez été également la première femme à présider l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est dire que vous avez des compétences multiples. C'est le privilège de l'âge. Alors je voulais vous interroger d'abord à propos d'un article qui est paru dans la revue de politique étrangère américaine, Center for Foreign Policy, à propos de la visite demain du président Macron aux États-Unis. Ils écrivent que l'intérêt de cette rencontre est que la France et les États-Unis pourraient renforcer leur alliance pour se rajeunir, être plus puissantes face aux risques présentés par l'agressivité de la Russie et réformer les institutions internationales de façon qu'elles deviennent plus efficaces et mieux armées face aux challenges posés par la Russie, le changement climatique et les menaces technologiques. Pensez-vous que cette rencontre Biden-Macron pourra être à la hauteur de ce qui est demandé par cet article américain ? Alors, je trouve que c'est très bien qu'un journaliste américain ait envie que les États-Unis participent à la réforme des institutions internationales, à l'établissement d'un multilatéralisme qui n'a pas toujours été l'objectif de la diplomatie américaine. Cela dit, je ne crois pas qu'il faille attendre de cette visite d'État une révolution ou des propositions, des initiatives nouvelles en la matière. Je crois que il y a entre la France et les États-Unis une alliance très très forte, mais également des risques de malentendus. Et je pense que c'est bien d'essayer de les éclairer avant qu'ils n'éclatent. Je pense en particulier à la guerre en Ukraine. Non pas à la guerre en tant que telle, parce que là, il y a un accord total entre la France et les États-Unis sur le soutien militaire et financier à l'Ukraine, mais sur, si je puis me permettre l'expression, l'après-guerre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un débat en Occident, pas simplement en France, mais il y a un débat en Occident entre ceux qui souhaitent aller jusqu'au bout de la guerre, c'est-à-dire la défaite totale de la Russie, et ceux qui pensent que peut-être qu'il faudrait commencer à parler discussion, négociation, enfin les termes sont très délicats. Et je pense que du côté français, on voudrait savoir ce qu'est la position américaine, parce que le président Biden a fluctué, si je peux dire, dans cette affaire. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas en ce moment, que les Américains aimeraient bien qu'il y ait un terme prévisible à ce conflit plutôt qu'une guerre sans fin, si je puis me permettre. Mais je crois que c'est un sujet très important. Pas forcément d'être d'accord sur l'après-guerre, mais de vérifier quels sont peut-être les éléments de désaccord sur la façon dont on traiterait la Russie. Et comme vous le savez, c'est le sujet majeur aujourd'hui. Dès qu'on commence à parler négociation, on peut être accusé immédiatement d'être munichois, défaitiste, etc. Et dès qu'on dit qu'il faut aller jusqu'au bout de la guerre et reconquérir les territoires ukrainiens, à l'inverse, eh bien, on passe pour un va-t-en-guerre, prêt à sacrifier des millions de gens sur un objectif purement territorial. Donc, des deux côtés, on est critiqué. Et je crois que du côté français, le président Macron a toujours dit qu'il était... Il ne fallait pas humilier Poutine. Il ne le dit plus, hein, c'est plus ça. Mais il dit qu'il faut laisser, voilà, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la Russie est géographiquement en Europe, elle n'est pas aux États-Unis. Donc elle est chez nous et nous sommes davantage, entre guillemets, concernés par l'évolution de cette guerre que ne l'est les États-Unis, qui, entre parenthèses, pour l'instant, sont les grands gagnants de la guerre. Sur le plan énergétique, ils nous vendent du gaz de schiste 4 fois le prix du marché. Sur le plan militaire, on est encore plus dépendant de l'OTAN qu'on ne l'était avant. Quand je dis nous, ce sont les Européens.
Sur le plan du leadership, ils ont reconquis une place qu'ils avaient perdue lors du retrait en Afghanistan. Donc, pour les Américains, la guerre en Ukraine, pour l'instant, c'est plutôt des bonnes nouvelles, à part l'inflation. Alors que pour les Européens, c'est quand même une accumulation de soucis. Alors le président Biden a dit, lui, que en ce qui concerne la possibilité de négociation, il s'en remettait au président Zelensky. Bon, C'est la effectivement, position officielle oui, de tout le monde. Les Ukrainiens décideront du quand, du comment et du pourquoi. Et on ne voit pas comment les Ukrainiens, qui sont dans une phase victorieuse pour le moment, accepteraient de négocier, parce que dans cette position-là, il vaut mieux continuer et négocier une fois qu'on ne peut plus avancer, quoi. Mais ça se discute. En termes de négociation, il vaut mieux commencer à négocier quand on est en position de force, et non pas quand on perd sur le terrain. Donc ça pourrait être le bon moment pour eux, où ils ont quand même commencé quelques reconquêtes importantes. Donc ça peut être, ça c'est la première option. Et là, comme contre-argument, un certain nombre d'analystes qui disent, mais non, si on négocie maintenant, la Russie n'est pas assez faible, n'est pas assez affaiblie, et donc dans 3-4 ans, ça recommencera. Voilà. Ça c'est le premier. Inversement, si les Ukrainiens veulent aller jusqu'au bout de la reconquête, y compris de la Crimée, puisque c'est ça le point difficile, la reconquête du Donbass, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'ils reconquièrent complètement le Donbass, mais jusqu'au la Crimée, à ce moment-là, on peut dire, il sera tellement affaibli après une guerre de reconquête en Crimée, s'il arrive à reconquérir cette partie, qu'il sera en position de faiblesse de négociation. Donc moi, je pense qu'il faut reconquérir le Donbass et ouvrir la négociation. Mais moi, je suis une irresponsable totale, donc ça n'engage que moi, ce que je dis. Alors, dans votre livre, intitulé « L'Europe, changer ou périr », c'est le titre qui... Vous avez trouvé le titre d'abord, ou est-ce que le titre vous est venu après avoir écrit? Ah non, non, le titre d'abord, parce que ça faisait longtemps, et c'est pas, je l'ai écrit avant la guerre en Ukraine, donc il est sorti juste au moment de la guerre. Je l'avais écrit à propos du Covid. Enfin, la réflexion m'était venue à propos du Covid, où je m'étais dit, mais ça n'est pas possible, l'Europe ne peut pas continuer à fonctionner en 2020 sur les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes politiques, les mêmes croyances qu'elle le faisait en 1955. C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas continuer comme si le monde changeait, mais pas elle. Et que les principes, les politiques, les croyances que l'on avait au début de la construction européenne étaient parfaitement adaptées au monde de 1950, mais qu'aujourd'hui, elles ne sont plus adaptées du tout au monde de 2020. Et donc, ça faisait longtemps que je me disais, il faut vraiment que l'Europe change, et s'il ne change pas, elle sera balayée par l'histoire. Et la guerre en Ukraine ensuite est venue confirmer ça très vite. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les Européens fassent une révolution, je dirais presque philosophique. C'est pas tellement de leur politique ni des institutions, mais de leur vision du monde et de leur place dans le monde. Parce que sinon, l'Europe va se déliter progressivement. J'en profite pour signaler que vous avez écrit plusieurs livres sur l'Europe. En 2008, déjà, Notre Europe, avec Michel Rocard. L'Europe a-t-elle un avenir stratégique, chez Armand Collin en 2010. Sur la défense européenne, à la documentation française. Et l'Europe indispensable au CNRS en 2019. Donc, vous êtes vraiment la spécialiste des questions européennes. Alors, changer ou périr, pourquoi l'Europe périrait-elle si elle ne change pas? Parce que l'Europe... Et de quelle façon, voyez-vous, quel genre de mort voyez-vous? Alors, pour l'instant, j'essaye d'éviter cette mort, mais l'Europe fonctionnait, en tout cas, elle commence à changer. La guerre en Ukraine a été un tel choc. Bon. Mais l'Europe fonctionnait sur 3 principes, qui étaient, 1, le commerce enrichit tout le monde, les États et les populations, donc c'est formidable, on va être la plus grande puissance commerciale de la planète. 2, l'interdépendance économique, monétaire, commerciale est un facteur de paix. C'est-à-dire, plus les États du monde sont liés entre eux par des accords commerciaux, moins ils se feront la guerre.
Et c'est ce que pensait c'est ce que Angela pensait- Merkel. Oui, Et c'est ce que pensait aussi, vous souvenez-vous, Francis Fukuyama, oui. quand La il fin de disait l'histoire. la fin de l'histoire. C'est pourquoi c'est l'idée que l'interdépendance commerciale dans la mondialisation va faire que tout le monde va, les consommateurs, les producteurs seront les mêmes partout, et que donc il n'y aurait plus de raison de se faire la guerre, etc., etc. Et le troisième principe de l'Union européenne, c'était la sécurité, la défense, tout ça, la géopolitique. Ce sont des notions complètement obsolètes, préhistoriques, que les États s'acharnent à défendre, mais que tout cela est complètement dépassé, et le reste qui existe, les conflits géopolitiques, il vaut mieux les laisser aux États-Unis, donc l'Europe sera protégée par les États-Unis ad vitam aeternam, et l'argent que l'on économise sur la défense, on va d'autant plus l'investir dans le commerce, qui est facteur d'enrichissement et de paix. Donc ça, c'était l'Europe entre 1955, les traités de Rome, et 2022, la guerre en Ukraine. Alors, bon, entre-temps, l'Union soviétique a disparu, la Chine est devenue la première puissance économique de la planète, il y a eu le phénomène Trump, les Britanniques sont partis du L'élargissement, Brexit, etc. oui, le etc. Brexit, Mais oui. l'Europe ne changeait pas, tout changeait, mais ces trois principes restaient les mêmes. Et or, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui contredit au moins deux de ces principes. Premièrement, le commerce n'enrichit pas tout le monde, c'est pas vrai. On a maintenant des milliers d'études qui montrent que le commerce dans les pays riches, c'est-à-dire les nôtres, c'est pas du tout la même chose en Afrique, par exemple. Mais dans les pays riches, le commerce enrichit les pays, mais il accroît les d'inégalités de richesse à l'intérieur de nos pays. Et donc, par exemple, en France, la France s'enrichit, mais 1% de la population française s'enrichit, alors que pour le reste des classes moyennes, il y a un risque de paupérisation. Et la Ça n'est plus de l'idéologie, c'est prouvé, c'est ouais. prouvé, c'est absolument prouvé. Donc, le commerce n'enrichit pas tout le monde, et en Europe, il y a un risque de fracture sociale entre les classes moyennes qui étaient les grands militants, les grands supporters de l'Europe pendant des années, qui aujourd'hui ne s'y retrouvent plus et qui préfèrent le populisme, voire des régimes autoritaires. Donc, premièrement, le commerce n'enrichit pas tout le monde. Deuxièmement, le commerce n'est pas un facteur de paix. La preuve, si ça l'était, les Russes n'auraient pas envahi l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les Russes, l'économie russe, qui est une économie de rente, est dépendante complètement des exportations russes de pétrole, de gaz et de céréales. Et donc, si le commerce était un facteur de paix, eh bien, Vladimir Poutine aurait mis en avant ses intérêts économiques et commerciaux, alors que là, il est parti dans un délire nationaliste, anti-occidental, qui est contraire aux intérêts économiques de la Russie, mais qu'il fait passer avant les intérêts économiques. Et donc le commerce n'adoucit pas les mœurs. Il y a, je crois, un plafond de verre entre les intégrations économiques et commerciales dans le monde et la géopolitique, les rapports de force. L'intégration économique ne crée pas une intégration politique au niveau de la planète, ni même au niveau européen. En revanche, le troisième principe, les Américains défendent l'Europe, celui-là, il est vrai. Il a été même conforté par la guerre en Ukraine. Mais donc, les Européens sont bien obligés aujourd'hui de reconnaître que leurs principes ne fonctionnent plus. Le commerce n'enrichit pas tout le monde, et donc d'où le risque populiste, par exemple, en Italie. Et le commerce n'est pas un facteur de paix. Nous avons la guerre sur le continent européen. Donc il faut absolument changer ces principes. Et c'est en train, je crois que l'un des effets positifs de la guerre en Ukraine, c'est d'amener l'Europe à infléchir un peu ce qu'Hubert Védrine appelait le côté bisounours de la Commission européenne, c'est-à-dire de croire que tout va bien, que plus on commerce, plus on s'enrichit, plus on est pacifique, etc. Et d'amener une prise de conscience que la géopolitique est une obligation pour quelque ensemble politique que ce soit, et qu'il faut faire attention dans les rapports commerciaux. Par exemple, on ne peut pas vendre des ports, des aéroports, comme on vend des chaussures ou des voitures. Alors, dans votre livre, ce qui ressort de votre livre, c'est pour que l'Europe arrive à être plus elle-même, plus puissante, il y a la question quand même de l'armée, des forces armées, pour que l'Europe arrive au niveau de puissance américain. Ça impliquerait quasiment une révolution et surtout des coûts absolument faramineux. Est-ce que vous trouvez que c'est possible? Alors, avec la guerre en Ukraine... De développer la défense européenne? Alors, la guerre en Ukraine a un résultat paradoxal sur les Européens. D'un côté, ils se rendent tous compte qu'il faut
être armé. Il faut se défendre contre des éventuels agresseurs extérieurs. L'Allemagne, par exemple, le chancelier Scholz, au mois de mars, a dit « mais l'armée allemande est nue ». C'est-à-dire, on n'a pas un hélicoptère, on n'a rien qui marche. Donc, ça, c'est le premier point. Les Européens ont décidé qu'ils ne pouvaient pas survivre dans ce monde-là sans avoir un minimum de défense, de capitaux militaires pour se défendre. Et donc tout le monde a décidé d'augmenter ses budgets de défense à 2 ou 3% du PIB. L'Allemagne, comme vous le savez, a décidé d'investir 100 milliards d'euros en matière de défense. 100 milliards, c'est 2,5 fois le budget militaire de la France puissance nucléaire. Donc c'est énorme, les efforts. Donc les Européens, le premier résultat positif, si je puis dire, de cette guerre en Ukraine, c'est d'amener l'Europe à trouver non seulement légitimes mais nécessaires les dépenses de défense, ce qui, entre parenthèses, va poser des problèmes sur les autres dépenses prioritaires comme le Green Deal, par exemple, l'environnement, etc. Mais je ferme la parenthèse. Mais en revanche, les Européens ont été tellement traumatisés par cette attaque russe et sont tellement convaincus que la Russie de Poutine et après Poutine, n'importe quelle Russie future est une menace pour l'Europe, que cet investissement militaire qu'ils font, cet investissement de défense, ils le font aujourd'hui complètement dans l'OTAN. Et donc le résultat paradoxal de la guerre en Ukraine sur l'Europe militaire, c'est que l'Europe militaire va se créer, mais non pas dans un cadre européen, dans un cadre atlantique. Et ça ? Ça, c'est inévitable aujourd'hui. Moi, je ne critique pas, par exemple, beaucoup de gens critiquent les Allemands parce qu'ils ont acheté des F-35, des avions de combat américains, plutôt que d'acheter des avions européens et notamment des Rafales français. Mais c'est évident qu'ils sont obligés d'acheter des avions américains. Pourquoi ? Parce que si jamais le conflit dégénérait et si les Américains devaient menacer et de mettre en œuvre, ne serait-ce rhétoriquement, leur dissuasion nucléaire élargie à l'Europe, le seul moyen que les Américains ont pour être crédibles, c'est de mettre leurs missiles nucléaires sur des avions F-35. Donc on voit mal les Allemands acheter du Rafale français qui ne peut pas transporter des missiles américains. Donc c'est évident que les Allemands sont obligés d'acheter américains. Donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que cette urgence aujourd'hui atlantique oblige à reculer le moment de naissance éventuelle d'une Europe stratégique proprement européenne. Il y a ce passage de la guerre en Ukraine qui ne renforce pas l'idée française d'une souveraineté stratégique européenne, qui au contraire renforce la solidarité atlantique, et que donc je ne dis pas que la défense européenne ou l'Europe militaire soit complètement obsolète ou dépassée, mais elle est retardée. Il y a quand même deux événements qui pourraient amener les Européens à repenser leur défense dans un cadre proprement européen. Le premier événement, c'est si dans 2 ans, un nouveau Trump ou un Trump bis est élu aux États-Unis et considère que ça suffit, les Européens sont des assistés, il faut qu'ils payent 100% des dépenses militaires, parce qu'actuellement, il faut reconnaître quand même que les Américains payent 80% des dépenses militaires de l'OTAN. Donc, bon. Ça, c'est le premier événement. On ne peut pas l'exclure, il ne faut pas le souhaiter, mais on ne peut pas l'exclure. Et le deuxième événement, c'est toujours de la part des États-Unis, si le prochain gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou républicain, dit « Bon, écoutez les Européens, nous, notre priorité, c'est la Chine. Donc ça commence à bien faire. Vous vous occupez de l'Europe, nous, on s'occupe de la Chine. Et à ce moment-là, les Européens, si les Américains le demandent, et c'est pas du tout exclu, seront bien obligés de renforcer leur coopération dans un cadre européen. Alors si je reprends le titre de votre livre, l'Europe, changer ou périr, que faut-il changer et surtout comment procéder ? Alors, ce qu'il faut changer, donc je l'ai déjà un peu dit, c'est d'une part les principes. Il faut accepter premièrement que la géopolitique, ça existe et que donc avoir une politique de défense et une politique étrangère sérieuse. Aujourd'hui, on n'a pas de politique étrangère dans le cadre de l'Union européenne. On a une politique étrangère sur les sujets faciles. On a un responsable de la politique étrangère. Oui, qui est formidable, Joseph Borrell. Oui. Il est extraordinaire, mais le problème, c'est son rôle, d'ailleurs son titre le dit, il est haut représentant. C'est-à-dire, il représente le consensus minimal des États membres. Il n'a pas le droit. Il n'est pas du tout comme Madame van der Leyen, la présidente de la Commission, qui a un droit d'initiative sur les sujets de sa compétence.
Joseph Borrell, il représente la politique des États membres, mais il n'a pas le droit d'initiative en matière de politique étrangère. Donc c'est une grande différence. Mais les Européens aujourd'hui ont une politique étrangère commune sur les sujets faciles. Oui. Mais ils n'en ont pas sur les sujets qui divisent, alors, parce que par définition, comment pourrait-on avancer divisés. dans ce domaine? Alors, il y a une proposition qui est faite par les Allemands notamment, qui est soutenue par beaucoup de pays, que la France soutient du bout des lèvres et encore, qui est l'idée de voter à majorité qualifiée en matière de politique étrangère. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'on peut avoir comme sujet? Est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec la Russie, par exemple? Je prends un exemple qui n'est pas du tout d'actualité. Eh bien, l'idée serait, de certains, serait, eh bien, on vote à majorité qualifiée, et la majorité qualifiée l'emporte, et même ceux qui sont contre doivent se plier à la majorité. Moi, je suis violemment opposé à cette idée. C'est vrai que l'unanimité, le droit de veto, empêche souvent de décider. Il y en a toujours un qui peut ne pas être d'accord. Mais en revanche, décider à la majorité de politiques qui peuvent avoir une incidence ensuite en matière de défense, c'est-à-dire une incidence sur la vie et la mort de citoyens nationaux, à mon avis, c'est parfaitement anticonstitutionnel. C'est pas possible. Et deuxièmement, c'est trop facile parce que ils ont sur 27, il doit y avoir à peu près 24 pays européens qui n'ont pas de politique étrangère, sauf de suivre la politique américaine. Et qu'un pays comme la France, qui a une politique étrangère, qui prend des risques dans le monde aux Nations Unies, qui participe aux opérations de maintien de la paix, qui prend des risques en Afrique, etc., c'est trop facile de dire, par le vote à majorité qualifiée, on va marginaliser complètement la spécificité de la position française. Donc moi, je suis contre, d'autant que je pense qu'on ne peut pas voter en politique étrangère comme on vote sur la politique agricole commune. Alors l'Europe peut voter à la carte, c'est-à-dire que ceux qui sont pour cette façon de faire, à ce moment-là... C'est pas possible non plus, parce que très souvent dans les décisions de politique étrangère, il y a des conséquences financières. Ah oui. Et donc, ça, elles ne peuvent pas se décider à quelques-uns. Non, moi je crois, on peut voter en politique étrangère sur des sujets qui n'impliquent pas éventuellement des conséquences militaires. Par exemple, boycotter tel pays parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, ou mettre un embargo sur les armes à tel pays parce qu'il a une politique effectivement totalement contraire sur les femmes, etc. On peut le faire. Mais quand les décisions peuvent avoir des implications au-delà de la politique étrangère, d'ailleurs sur le plan militaire, je pense qu'il ne faut pas. Et ce qu'il faut, c'est ce que faisait Jacques Delors, c'est-à-dire prendre son bâton de pèlerin. La politique étrangère commune, ça n'est pas comme ça. Il faut faire le travail de bâtir du consensus, aller voir tout le monde, y compris les États moins importants. Ça veut dire faire de la diplomatie, c'est-à-dire du travail. Parce que tous nos pays sont différents, ils ont une histoire différente, ils ont une approche différente. Mais là, par exemple, vous voyez bien que dans l'affaire qui est quand même simple de la fixation du prix du pétrole, d'un prix minima pour le pétrole russe, pour le gaz, je crois. Pour le gaz, pardon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pourtant, c'est pas un problème. Si, c'est un problème compliqué. Mais d'abord, c'est pas moi, je considère pas que ça c'est un vote de politique étrangère. Mais les Allemands sont dépendants à 40%. D'abord, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée de mettre un prix clap, comme ils disent. Mais les Allemands sont dépendants aujourd'hui. Leur industrie. De l'industrie allemande est totalement dépendante du gaz russe, et la richesse allemande, le commerce allemand est pratiquement aussi très dépendant de la Chine. Donc les Allemands aujourd'hui cumulent deux problèmes. Graves, très graves. Je crois que en Europe, le pays le plus touché, affaibli par la guerre en Ukraine, c'est l'Allemagne. Ça, c'est très très clair. L'Allemagne, aujourd'hui, est un pays qui recherche à créer un nouveau modèle de développement. Le sien s'est effondré complètement. Donc, et je pense que les Européens doivent aider l'Allemagne à passer cette période, plutôt que de critiquer les Allemands en disant ils refusent l'embargo sur le gaz, ils vont à Pékin voir Xi Jinping, c'est quand même pas bien. Non, il faut comprendre qu'on n'a pas intérêt, nous,
même si certains n'aiment pas les Allemands, mais on n'a pas intérêt, nous, à un effondrement de l'économie allemande, qui est la première économie de la zone euro. Bien sûr. Et ils payent à eux Et c'est seuls... notre premier partenaire. Voilà, et ils payent à eux seuls plus de 25% du budget de la zone euro. Ouais. Donc, bon. Et donc, je crois qu'il faut une période de transition, de façon à ce que l'Allemagne se recrée une autonomie énergétique, soit à partir du charbon comme elle le fait, mais c'est pas une bonne décision en matière environnementale, soit en repensant sa politique vis-à-vis du nucléaire, soit en développant effectivement les installations. Il paraît qu'il faut 2 ans pour faire venir du gaz de schiste dans les ports allemands. Mais je crois que la proposition de la Commission, qui est une proposition parfaitement technique, c'est-à-dire sans prendre en compte la globalité politique de cette affaire, elle ne peut aller qu'à l'échec, et je pense que ça risque d'être abandonné assez vite. Mais en revanche, l'idée que l'Europe, petit à petit, grâce à cette guerre, et aux conséquences dramatiques sur le plan énergétique de certains, dont les Allemands, qui ont quand même... Il y a les Ukrainiens et les Allemands qui risquent de passer un hiver très froid. Et donc ça a amené quand même la prise de conscience qu'il faut une politique commune en matière d'approvisionnement énergétique. Alors, ça prendra peut-être encore 10 ans, parce qu'on est très différents. Nous, Français, on est très dépendants du gaz algérien, par exemple. Les Allemands, c'était du gaz russe. Donc, ça pèse. Nous, on a une énergie nucléaire quand elle fonctionne, mais on est quand même très dépendants du nucléaire civil. Les Allemands avaient renoncé au nucléaire, comme les Italiens. Donc, il faudrait vraiment, je pense, une fois passé l'hiver, un sommet des chefs d'État et de gouvernement spécial énergie, de façon à avoir une feuille de route pour essayer de rapprocher un peu les positions, parce que ça, je crois, c'est la clé de l'autonomie. Presque même plus que la défense. Actuellement, l'Europe est dépendante à 70% de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique. Donc, on est vraiment très dépendant, en plus de 2 ensembles qui ne sont pas des grandes démocraties, le Moyen-Orient et la Russie. Donc, bon. Ça, je crois que c'est une priorité des priorités. Et il me semble que la bonne nouvelle, entre guillemets, si on peut en tirer de la guerre en Ukraine, c'est cette prise de conscience des Européens qu'il faut aller vers une politique commune de l'énergie, que c'est pas possible, d'autant qu'on a cet objectif de sauver la planète. Or, aujourd'hui, si tout le monde se fait mettre du charbon, etc., donc on voit bien que ça part un tout petit peu à volo, et qu'il faut une grande initiative politique sur ces affaires. J'espère que cette suggestion que vous avez présentée, là, sera entendue par les décideurs. Oui, ça je crois. Et donc, en fait, pour terminer, puisque l'émission, malheureusement, ne va pas périr, c'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette Europe compliquée ne se suffit pas d'idées simples. Et justement, ceux qui s'intéressent à cette question, à l'ensemble de ces questions, je leur recommande de lire votre livre qui donne énormément d'informations et qui permettent justement d'avoir une idée claire pour un sujet très compliqué. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre. Merci infiniment à vous. L'Europe, changer ou périr, aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.